Alors, le but du jeu de cette émission-là, ce sera de vous transmettre ce que je sais faire, ce que j'aime faire, et que ça vous rende le moindrement 50% au moins aussi heureuse que moi je le suis quand j'en fais. J'ai la ferme intention de vous montrer à faire vos couleurs au lieu d'avoir... J'avais tellement envie de tout renverser ça sur la table pour vous montrer le chiard que ça fait. Mais vous avez le choix entre avoir ça de couleur et aller choisir au fur et à mesure. Il y en a de différentes qualités. Qui sont mes tout petits, là. Ça, pour faire de la peinture sur bois, là, je vous dirais que si vous voulez commencer sans être vraiment sûr si vous allez aimer ça ou pas, pour ne pas le nommer, il y a un magasin qui ont des sacs verts en tissu qui vendent ces petites peintures-là. Ça fait la job, comme on dit. Mais vous allez en donner 3 couches au lieu d'1. Fait que faut mesurer le coût, mais si vous n'êtes pas sûr, là, commencez avec quelques couleurs, puis vous allez quand même pouvoir faire vos couleurs, mais ils ne seront pas aussi exacts que le cercle chromatique le dit. Donc, vous avez le choix d'avoir ça, ou vous avez le choix d'avoir... Ça n'a pas rapport, ce que je viens de prendre là. Je me fais de la place. C'est ou bien ces 2 boîtes-là, puis ça, c'est vraiment juste un aperçu. Par contre, là, j'ai des gros tubes, là, mais vous pourriez facilement avoir ces petits tubes-là, puis ça serait suffisant. Si vous avez ces couleurs-là, le rouge, le jaune, le bleu dans l'ordre ou dans le désordre, avec du noir et du blanc, vous pouvez avoir toutes les couleurs que j'ai là et même plus. À vous de voir. Et j'ai vu dans une boutique à Québec, ils vendent un petit kit de base. C'est 5 tubes de cette grosseur-là. Les 5 couleurs que je viens de vous montrer. Et puis, c'est vraiment pas cher. Puis, vous avez le cercle chromatique en même temps. On va parler des pinceaux un petit peu, si vous voulez. Les pinceaux. Ça aussi, les pinceaux, là, vous pouvez en avoir une cinquantaine de variétés. Quand on commence, allez pas payer des pinceaux 25$, là. On paye des pinceaux 5, 6, 7$. Et il y a celui-là que j'aime beaucoup et qui pourrait être remplacé par un pinceau à maquillage, là. D'ailleurs, je devrais utiliser celui-là, il est plus propre. Ça a exactement la forme et la douceur d'un pinceau à maquillage. Ces pinceaux-là, si vous en avez, plus ils sont maganés et plus vous allez les aimer. Ceux-là là, sont presque neufs. Mais gardez-vous-en si vous en avez des maganés. Fait que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. La spatule. La spatule, là, je fais beaucoup de bruit là, avec mes... Vous avez le choix, il y a celle-là ou il y a celle-là. Pour le moment, là, moi, je vous dirais une petite spatule comme ça, en autant qu'elle soit coudée. Coudée, c'est le petit croche qui est ici, là. Ces spatules-là qui se vendent aussi, ça, gardez ça pour faire vos sandwichs puis pour glacer vos gâteaux, c'est parfait. Mais
je la mets la tête en bas, elle, je ne l'aime pas. Mais ceux-là, c'est parfait. Puis il y en a des plus grosses, là, vous allez voir au fur et à mesure. Ça, ces pinceaux-là, ouais, ils ne sont pas carrés au bout. Les carrés, là, ça sert à faire du pochoir. Ceux-là sont ronds, ça fait de très beaux ciels avec un S, parce que j'ai ça faire des cieux en peinture. Une belle grosse paille. Ça, il y en a de moins en moins. Si jamais vous en trouvez, gardez ça précieusement. Ça risque d'être utile un moment donné. Pinceau qu'on appelle angulaire. Ça, il y en a à peu près de toutes les tailles. Là, j'en ai un 3/4 de pouce, je pense bien. Il y a... achetez-vous un pinceau, 1/4 de pouce, et un pinceau 3/8 ou une demi, angulaire à poil doux. Là, on travaille toujours avec des pinceaux à poil doux. On ne travaillera pas avec des pinceaux. Je sais que j'en ai quelque part, là. Parce que vous voyez, j'en ai pas emmené beaucoup, mais j'en ai encore trop. Donc, c'est ça. Les pinceaux, dès qu'ils sont à poil raide comme ça, là, de ce format-là, on ne s'en servira pas. Après ça, on a des pinceaux à bout arrondi. On appelle ça des langues de chat. Ça fait des merveilleuses petites fleurs. On n'a pas à faire le tour du pétale comme ça. On fait juste... et notre pétale est faite. Fait que ça aussi, là, il y en a de toutes les grosseurs. Ça, c'est le fun d'en avoir une coupe de grosseur, là. Genre un numéro 4 peut-être, puis un numéro 6, dépendamment de ce qu'on fait, là. Tu vois, ici, j'ai un 4, un 6, puis un 8, là. Ça, c'est à peu près comme la couleur des... comment est-ce qu'on appelle ça, là? Des bits pour les tournevis, là. Des 2, des 4, des 6. C'est que on parle le même langage là-dedans. Lui, il est très angulaire, celui-là. On l'appelle poignard. Moi, je l'aime beaucoup pour faire les grandes herbes dans le bord des marais ou une ligne fine continue. Mais pas comme ça, là, mais vraiment continue. Quand il est bien, bien chargé, c'est pratique. Et vous allez aussi aimer, je suis convaincue, en tout cas, je vous souhaite des amis autant que moi, là, je n'ai 4, de différentes grosseurs. Comment est-ce qu'ils s'appellent, eux autres? Blender, mais bon, quand on s'en servira, je vous dirai comment est-ce qu'ils s'appellent. À poil raide. Il y en a à poil doux. Poil doux, on a là, on en a assez. Fait que ceux-là sont bien pratiques. Vous allez faire de très belles choses avec. Ça, c'est la petite langue de chat numéro 0, qui est toute petite. Faire des petites fleurs. Et puis, là, je vous montre les pinceaux pour la peinture acrylique. C'est surtout ce qu'on va faire. Peinture sur bois ou peinture acrylique sur toile ou quelle que soit la toile, c'est ces pinceaux-là dont on va se servir. Les pinceaux pour le faux vitrail, mais là, regarde, je vous en ai nommé plusieurs, là, mais on peut tout faire, ou presque, avec les pinceaux angulaires. Ayez-en un, comme je vous disais tantôt, là. Ayez-en un, 3/4 de pouce, 1 pouce, là, puis 1/4, 3/8 ou une demi, puis vous allez faire de la belle ouvrage, comme aurait dit papa. Ne jetez pas vos pinceaux qui sont à moitié scrap. Un pinceau angulaire, là, ça devient épais comme ça. À la longue, il y en a qui deviennent épais comme ça parce qu'ils sont mal lavés, mal entretenus. Ça, je vais vous montrer aussi comment le faire. Tantôt, j'avais une belle grosse paille, mais là, les petites, ils ont autant de valeur maintenant que les grosses, là. Un coupe-ongle.
c'est la meilleure manière que j'ai trouvée de couper le petit poil qui dépasse sur un pinceau. Disons que, on va prendre celui-là, là, c'est pas le cas, mais disons que vous avez un petit poil qui... Tu sais, des fois, il y a juste un petit poil qui dépasse ici, là. Puis quand vous faites un travail de précision moindrement, essayez pas de couper ça avec les ciseaux, ça sert à rien. On vient chercher le petit poil avec le coupon, puis bonjour, c'est fait. Et il n'y en a même pas souffert. Bon, fait qu'en gros, ça fait le tour des pinceaux. Sinon, lui, je l'appelle le pinceau à 3 poils. Puis vos pinceaux, là, je vous le dirai sûrement encore, mais les pinceaux, quand vous les lavez, laissez un peu de savon dedans. Fait que comme ça, ils ne viendront pas ébouriffler à force de se faire chômer avec les autres, là. Laissez un petit peu de savon dedans, puis comme on mouille toujours nos pinceaux avant de commencer à peindre, bien, le savon va s'en aller. Fait que ça peut être utile pour faire des petits détails. Et puis, là, je ne l'ai pas apporté, mais j'en ai un autre qui, on appelle ça un liner. Il est long comme celui-là, mais il est fin comme celui-là. Ça, je préconise la lecture, la signature avec le pinceau. Voilà pour ça. Préconiser les pinceaux plus courts. Ça, c'est bien pour la peinture à l'huile. Ah, c'est lui, tantôt, que je cherchais, qui est plus raide, il est moins doux. C'est le fun pour la peinture à l'huile parce que souvent, on va faire des paysages et quand on prend un peu de recul pour peindre, ben, tu sais, on peut travailler sur le bout. Je vous garantis pas que vous allez réussir à travailler sur le bout du pinceau les premières fois, là, parce que ça demande un peu de stabilité, mais ça se fait. Il y a ça, que moi, là, je suis allée mettre de l'eau tout de suite dedans, là, mais ça, c'est divisé en 3 parties. Cette partie en avant, la grande, dans le fond, il y a, je sais pas comment appeler ça, là. Mais en tout cas, ça sert à nettoyer. Là, je le fais pour faire le bruit, pour vous le montrer. Mais ça sert à enlever le surplus de peinture qu'on a. Cette partie-là, on lave ici, on rince là, et ça, c'est toujours propre pour faire l'ombre et la lumière. Non pas de Marie-Carmen, mais en peinture qu'on verra plus tard. Et ça, sans être absolument indispensable, ça peut être bien, bien pratique parce que ça a une certaine stabilité. Vous avez de la place pour mettre vos pinceaux, ça, on en rejasera. Il y a plein de petits trous ici pour mettre vos pinceaux. Ça veut dire que c'est les pinceaux sales dont vous vous êtes servi. Donc, ça, sans être absolument indispensable, comme je le disais, c'est fort utile, mais ça peut facilement être remplacé par un pot. Et moi, je vous suggérerais un pot de verre à fond assez large. Pas un verre évasé, là, pour la stabilité. Et l'autre chose que moi, j'apprécie énormément... Ah, j'avais d'autres petits pinceaux de cachés là. C'est cette tablette-là. C'est une tablette de papier qui est, disons, du papier sulfurisé. Ça pourrait faire la job. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut le déposer dans une palette comme ça. Et quand on a fini de travailler, on ferme ça. Si on travaille à l'acrylique, ça peut être placé au frigo ou même au congélateur pour la peinture à l'huile. Et puis, quand on le reprend, ben, il y a des chances que la peinture soit encore bien potable. Si on n'a pas ça, là, j'en ai emmené des grands, mais vous pouvez utiliser ces petits plateaux-là, que vous reconnaissez sûrement. Là, j'en ai... Ceux-là sont grands, mais j'en ai plein de petits. L'important, c'est qu'ils ne soient pas trop épais.
Il y en a différents formats. Prenez-les minces. Vous mettez votre peinture ici, comme la palette que je viens de vous montrer. Quand vous avez fini, vous mettez ça par-dessus. Vous mettez un beau tape vert ici à longueur, puis 2 autres petits morceaux là. Et quand vous les reprenez, bien, vous avez votre peinture là. Et normalement, avec un peu de chance, elle est encore propre. Elle est encore potable. On va s'attaquer au cercle chromatique. Cette petite bête qui tourne et fait tourner les têtes aussi. Alors, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça une fois que c'est bien expliqué, en espérant que je vous l'explique bien. L'avantage de ça, j'en ai parlé une couple de fois peut-être, c'est que j'ai 2 boîtes de peinture, celle-ci étant les couleurs chaudes, qu'on verra tantôt. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de ça tranquillement. Voilà. Et on va remplacer ça par ça. Souci d'économie, oui, mais souci de se faire plaisir et d'inventer nos propres couleurs. Vous allez voir que avec 2 couleurs, on peut remplacer 6, 8, 10, 12, 15 tubes de peinture. Alors, on s'y met. On va parler d'abord de couleurs primaires. Ça va être un peu beaucoup didactique, mais vous le regretterez donc bien pas. Les couleurs primaires sur le cercle chromatique, c'est le jaune, le jaune, le rouge et le bleu. Souvent, les tubes sont inscrits rouge primaire, le rouge primaire étant le magenta. Mais si vous retenez primaire, c'est déjà beaucoup. Le bleu primaire s'appelle cyan et le... Attendez que je ne me trompe pas. Et le jaune s'appelle jaune. Alors ça, c'est des couleurs primaires. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, on verra ça tantôt. Les 3 couleurs primaires, ce sont des couleurs qu'on ne peut pas reproduire en mélangeant d'autres couleurs. C'est ce qu'on appelle des couleurs solides. En mélangeant juste ces couleurs-là, on va faire, comme je disais tantôt, là, une panoplie d'autres couleurs, de teintes, de tons. C'est vraiment de toute beauté. Je vais prendre mes notes un petit peu pour être sûr de rien oublier, parce qu'il y a beaucoup de détails à vous donner. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Le blanc étant la lumière et le noir étant l'absence de couleur. Mais ils peuvent servir partout. Particulièrement pour se faire des gris. On peut se faire 10, 12, 15 couleurs de gris si on veut. Donc, je vous ai fait un petit tableau démontrant les couleurs primaires. Je vais vous les montrer avec ça. Donc, on parlait du jaune, du bleu cyan et du rouge magenta. Quand vous achetez de l'encre pour votre imprimante, c'est rare qu'on marque bleu, on marque cyan. Et le rouge, on marque magenta. C'est une belle preuve, en quelque part, que ce sont des couleurs primaires. Alors, dans mon tableau, ces 3 couleurs-là, étant les couleurs primaires, je vais le répéter souvent, sont reportées ici, ici et ici, vis-à-vis la pointe de chacun des rectangles ou triangles ou... comment est-ce qu'on appelle ça? Des triangles à 4 côtés. N'importe quoi. Des prismes. C'est beau. Donc ça, c'est les couleurs primaires. Les couleurs primaires sur le tableau, sur le cercle chromatique, sont au même endroit, c'est-à-dire le jaune. Là, c'est vrai, il est inversé, mais c'est pas grave. Le bleu et le rouge. C'est les couleurs
primaires toujours. Si on veut obtenir des couleurs secondaires, on a à mélanger en partie égale les différentes couleurs qu'on a ici. Je vais tasser le cercle chromatique pour le moment. Et puis, on va se faire des petits mélanges. Si je prends à part égale du rouge, et là, j'ai sorti mes plus beaux torchons. Ça, là, une vieille serviette ou une débarbouillette, c'est merveilleux. Ça travaille super bien. Alors, je vais mélanger un peu de rouge avec le jaune et on va obtenir en part égale, on va obtenir un orangé. J'ai pris pas tout à fait assez de jaune. Voilà. Fait qu'on va obtenir un orangé. Là, je me rends compte que dans cette sorte de peinture-là, j'ai un peu de blanc dans le rouge parce que ça donne... ça donne un petit peu rosé. Mais bon, on est orange. Si je prends le bleu, là, j'ai l'air d'en faire beaucoup, mais c'est parce qu'ils vont servir le bleu avec le jaune en part égale. En principe, on devrait obtenir un vert. Et ça, là, on commence à parler de couleurs secondaires. Le truc, c'est de vraiment bien mélanger. Bon, quand on fait du feuillage, c'est pas très grave, là. Ah, c'est ça, j'ai fait mes couleurs hier avec... Ça, c'est du studio, la marque PBO. C'est pas mauvais comme marque, là. Moi, je travaille habituellement avec la Amsterdam. Et vous voyez, ça donne pas tout à fait le même rendu, mais l'important, c'est de savoir comment le faire. Bon, là, on a un vert ici. Et là, je vais venir prendre une part de rouge. Ça, je vais en faire un petit peu moins. J'en fais un petit peu moins parce que la palette est... on l'utilise moins. Voilà. Fait que là, on obtient un violet que j'aurais dû mettre vis-à-vis, mais c'est le fun aussi de faire des choses qui ne sont pas tout à fait égales. Voilà. Fait que là, j'ai un violet. Donc, en mélangeant le jaune et le bleu, j'ai obtenu ce vert-là que je viens placer ici. En mélangeant le jaune et le rouge, j'obtiens le orange que je viens placer ici. Et le bleu et le rouge, on obtient un violet que je viens placer ici. Alors, ces trois couleurs-là deviennent des couleurs secondaires. Je vais vous parler tout de suite des couleurs complémentaires. Couleurs complémentaires, vous allez comprendre bien des choses. La première étant que le rouge et le vert de Noël, c'est pas pour rien que c'est beau ensemble. Parce que le vert et le rouge est la couleur complémentaire du vert. Je m'explique. Si je prends deux couleurs primaires, donc le jaune et le bleu, j'obtiens du vert. Le vert étant ma couleur secondaire. La couleur primaire que je n'ai pas utilisée, c'est le rouge. Donc, le rouge est complémentaire du vert. C'est plus ou moins important de savoir ça, sinon on comprend que le rouge et le vert, ça va bien ensemble. La preuve, les lutins du Père Noël sont tout le temps en rouge et vert, et les décorations de Noël aussi. Si je prends le rouge et le bleu, j'obtiens le violet. Le jaune, couleur primaire que je n'ai pas utilisée, devient la couleur complémentaire du violet. Si je prends le jaune et le rouge, j'obtiens le orange
Je n'ai pas utilisé la couleur primaire bleue, fait que ça devient la couleur complémentaire. Quand on dit qu'une toile, un tableau, les couleurs sont bien harmonisées, tu sais, il y a une certaine... Tu sais, des fois, on a de la misère à choisir nos couleurs dans un tableau. On fait une robe de petite fille, puis on ne sait pas trop quelle couleur on va mettre la petite blouse et les petits frisons par rapport à la couleur de la petite robe. Bien, c'est de ça un peu beaucoup dont on se sert. Fait que là, on va compliquer les affaires encore un petit peu. Si toutes les couleurs qui sont face à face sont complémentaires les unes des autres. Qui a dit que c'était compliqué? Je viens de faciliter les affaires. C'est toujours complémentaire de là à là. Fait que ça vous donne une petite chance de... Et là, les couleurs tertiaires, ben écoute, on se donnera pas de misère. J'ai une couleur secondaire ici, qui est... Je pense que je vais travailler des deux mains. Ma couleur secondaire qui est ici, si je viens rajouter une couleur primaire, bien, je vais obtenir une couleur tertiaire. Donc, 1, 2, 3, primaire, secondaire et tertiaire. Fait que si je viens rajouter un peu de jaune, j'ai vraiment pas les mêmes couleurs. Je viens pâlir mon orange. Et là, je peux y aller à l'infini, rajouter du jaune, rajouter du jaune, rajouter du jaune tout le temps. Et je vais avoir, avec un petit peu de rouge et un petit peu de jaune, je vais avoir l'équivalent de... Ah, j'ai pas bien fait ça, comme petite comique. Je me suis déguisée en homme, j'ai essayé de faire deux choses en même temps. Ça n'a pas marché. J'ai rien contre les hommes, là. Je disais ça en passant de même. Fait que, voilà. Fait qu'on peut avoir tout plein de teintes d'orange, là. Je pourrais décliner pendant très longtemps. On va rajouter le blanc qui n'est pas une couleur, mais qui fait office de pâlir les couleurs. Disons que... On va donner une chance. Là, je vais faire attention pour ne pas trop souiller mon blanc. Nécessairement, je pense que ça, tout le monde le sait, si on met du blanc dans du rouge, on va avoir du rose. Si on veut avoir du rose, pâle, on va rajouter du blanc. Et puis là, je peux décliner encore jusqu'à ce que mort s'en suive ou presque. Je pourrais avoir 10-12 teintes de rose. Bon, même chose pour le bleu. On va y aller rondement un petit peu parce que il y en a quand même plusieurs à faire. Fait que le bleu, tu vois, là, il est quand même passé d'un bleu plutôt vibrant à un bleu ciel. Et là, on va y aller avec un bleu encore plus pâle. Puis ça, là, ces couleurs pâles-là, on va apprendre que, en cours de route, que parfois, ça a l'air quand même très pâle comme bleu, là, mais appliqué sur du blanc ou même sur du noir, ça devient très, très foncé. Il faut le polir. Vous allez faire vos essais, vos erreurs, et puis vous allez avoir beaucoup de plaisir à faire vos couleurs. La plupart des couleurs qui sont opaques, ils sont marquées opaques. Ou ils vont être marqués transparents. Mais, ou semi-transparents. Le meilleur moyen pour le voir, c'est le nombre de petites étoiles. Des fois, c'est des étoiles. Amsterdam, c'est des plus. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, là. C'est des plus qu'il y a. Mais c'est la même chose. Puis,
parfois, ils ont... il y a un petit carré juste entre les plus puis le numéro de la couleur, là. Puis ce petit carré-là, il est séparé en deux. Ça, c'est du semi-opaque ou du semi-transparent. C'est petit, là. Mais eux autres, c'est tout du opaque. En principe, les couleurs primaires devraient toutes être opaques. Mais je me rends compte que celle-là, parce que les rouges, c'est très difficile d'avoir du opaque. Il y a une petite transparence dedans, celui-là. Et c'est pas tout, parce qu'il y a un autre côté. De l'autre côté, ça vous prend quasiment ce cercle chromatique-là. C'est pas très dispendieux, mais vous allez avoir, quand on va faire ombre et lumière, mettons que vous faites des fleurs. Bon, mettons qu'on va dans... Il y a des fleurs qui vont être un petit peu rosées dedans, puis il y en a d'autres qui vont être un petit peu orangées dedans. Si on passe des fleurs avec... ça, c'est les tons de rouge, là. Si c'est des fleurs avec un peu de rose dedans, votre ombrage, ça va être... Le plus foncé va être ici. Votre couleur médiane est là. Puis votre couleur de lumière est là. Puis ça, c'est indiqué sur le côté ici. Ombre. Bon, mettons que... Non, je ne peux pas la mettre là. Ces trois couleurs-là, vous avez la couleur de base là, que vous allez mettre avec l'ombrage. Fait que de l'autre côté, vous allez voir comment la faire. Puis, vous avez la lumière ici. Ça, on va beaucoup travailler avec ces couleurs-là. Ce pourquoi je vous dis ça, c'est que, disons que je prends une sorte de vert, puis là, je dis, bon, OK, quelle couleur que je pourrais mettre comme ombrage? Mettons que j'ai ce vert-là. Si je viens mettre un autre vert comme ça, c'est deux belles couleurs, mais on s'entend qu'ils ne fitent pas ensemble. Je vais prendre ce vert-là ici. Tiens. Je pourrais pas prendre ce vert-là puis venir faire l'ombrage avec celle-là. Ça détonnerait. Ça serait pas le même ton, ça détonne. Puis, la même chose que si je prends ce verre-là, puis que je viens essayer d'y mettre... Ça a 3 épaisseurs, cette petite bête-là. Là. Si je prends ce verre-là, puis que je viens y mettre du vert olive, ben c'est pas fort, là, comme mariage de couleurs. Il y a des mariages qui se font moins, mettons. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Amusez-vous, salissez-vous, barbouillez. Tu vois, ça a quand même pas pris une tonne de peinture pour faire des essais de couleurs. Puis, si vous avez une chance, achetez-vous un cercle chromatique. Puis, amusez-vous à le décortiquer. Sur ce, bonne semaine et amusez-vous bien.